Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons aujourd'hui parler du rôle de l'OCDE dans la conduite responsable des entreprises. Alors pour ce podcast de rentrée, nous allons donc parler de l'OCDE avec Benjamin Michel. Bonjour Benjamin. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc tu es analyste des politiques publiques au Centre sur la conduite responsable des entreprises de l'OCDE. Alors peut-être, est-ce que tu peux déjà nous rappeler le rôle de l'OCDE sur la conduite responsable des entreprises et les principes directeurs de l'OCDE qui sont bien connus des entreprises puisqu'elles y font largement référence dans leur politique droits humains et RSE. Alors oui Charlotte, l'OCDE tout d'abord c'est une organisation internationale qui comprend 38 États et qui intervient sur un spectre assez large de différentes politiques publiques et notamment la conduite responsable des entreprises. On peut dire que l'OCDE a 3 rôles. En premier, ça va être de créer des standards internationaux, comme tu viens de dire, les principes directeurs de l'OCDE, à l'attention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises. Nous sommes également un forum d'échange et de discussion sur les différentes politiques publiques et pratiques des entreprises sur la conduite responsable des entreprises. Et enfin, on a un rôle de conseil en politique publique assez varié auprès de nos États membres, mais aussi des États non membres de l'OCDE qui sont souvent les récepteurs de ces politiques publiques. Alors tout d'abord, dans la façon dont on va créer ces standards, les principes directeurs de l'OCDE, pour un petit rappel historique, ils datent de 1976. Ils sont adossés à la déclaration de l'OCDE sur les investissements internationaux et ils ont été revus un nombre de fois depuis 1976, notamment en 2011 pour avoir l'intégration d'un chapitre sur les droits humains qui est totalement aligné avec les principes directeurs des Nations Unies. C'est également en 2000 qu'on a créé les points de contact nationaux, j'y reviendrai après, qui sont vraiment aujourd'hui un outil très utile dans le règlement différents extrajudiciaires en cas de non-conformité des entreprises avec les principes directeurs. En 2003, l'année dernière, les principes directeurs ont également été revus par les États membres pour notamment intégrer les notions de réchauffement climatique et de changement climatique, de biodiversité, aussi les impacts sur les droits humains liés aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment grâce à ces renouvellements récents et récurrents que les principes directeurs de l'OCDE sont vraiment un outil toujours en évolution et qui suivent les impacts sur les droits humains qui évoluent en permanence avec les changements de l'économie. Oui, ils sont actualisés en fonction des évolutions sociétales et des attentes en fait qui pèsent sur les entreprises. Parce que comme tu l'as rappelé, l'OCDE est une organisation internationale donc d'États, mais qui, comme d'autres instances internationales d'ailleurs, ont créé ce qu'on appelle la soft law, avec notamment les principes directeurs qui sont les premiers textes qui visent à réglementer les activités des entreprises. Et donc toi, tu travailles en particulier auprès du secteur financier. Est-ce que tu peux nous dire sur cette conduite responsable des entreprises, quels sont les enjeux spécifiques pour les banques, comment vous les accompagnez, vos outils sur cette question ? Tout à fait. Donc moi, plus spécifiquement, je travaille avec les différentes institutions financières pour qu'elles intègrent ces notions de devoir de diligence. Et justement, nous, on différencie à l'OCDE le devoir de diligence et le devoir de vigilance. Le devoir de diligence se réfère à nos standards. Le devoir de vigilance, c'est surtout les lois de hard law, notamment la loi française et demain la directive européenne. Le secteur financier, c'est un secteur assez spécifique, puisque tout d'abord, c'est un secteur clé. Il finance tous les autres secteurs de l'économie. Donc, il est de près ou de loin associé avec tous les différents risques qu'on retrouve sur les droits humains dans l'économie réelle. Nous, on a remarqué dans le développement de nos outils certaines spécificités conceptuelles et terminologiques qu'on aime bien rappeler.
Tout d'abord, une spécificité qui est intéressante à remarquer, c'est que moi, quand je travaille avec eux, on parle de conduite responsable des entreprises, et la plupart des acteurs du secteur financier ne se considèrent pas comme des entreprises, ils se considèrent comme des institutions financières, et très souvent, ils ont vu la conduite responsable des entreprises, ou même de temps en temps, les entreprises des droits humains, quelque chose qu'ils devaient eux-mêmes appliquer à leurs clients, dans leur financement, mais pas quelque chose qui s'appliquait à eux. Donc ça, c'est vraiment d'abord un travail de pédagogie, de collaboration avec eux. Donc ils considèrent que eux, leur propre responsabilité en matière de droits humains est d'appliquer et de faire appliquer dans leurs activités de financement aux autres entreprises, sans considérer qu'ils sont concernés par la conduite responsable. Ça, c'était surtout il y a 10 ans, ça change vraiment aujourd'hui, mais c'était le cas il y a 10 ans, et c'était aussi lié au développement de nombreux standards, comme les standards par exemple de l'IFC ou de la Banque mondiale, qui étaient très appliqués dans les financements de projets, où la plupart de ces standards sont faits pour les institutions financières, mais c'est eux comment ils vont les appliquer à leurs clients et aux projets d'infrastructures qu'ils vont financer. Et là, aujourd'hui, on est arrivé à une sorte de mutation que l'OCDE et, par exemple, le groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains a aussi beaucoup participé. C'est de vraiment de sensibiliser le secteur financier et les institutions financières, comment elles-mêmes peuvent s'approprier ces outils de devoir de diligence dans leurs activités de financement. Ce qui était aussi assez compliqué, c'est que dans le secteur financier, il y a eu une croissance exponentielle du nombre de labels, d'outils dans le contexte de la finance durable qui avaient une approche très différente. La plupart étaient déjà centrés sur le climat avec très peu de choses sur les droits humains. Mais on a vu au fil du temps une compréhension du secteur financier que la matérialité financière de la plupart des risques qu'ils regardaient aujourd'hui dans leurs investissements avait aussi... Il y avait un regroupement avec la matérialité qui est considérée dans les principes directeurs de l'OCDE ou dans les principes des Nations Unies. Donc nous aussi, c'est ce travail qu'on doit faire, c'est de comprendre l'interopérabilité de ces différents standards avec les standards de l'OCDE, les principes directeurs et les différents outils qu'on a développés. Et enfin, un dernier point, je trouve, qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est un secteur, le secteur financier, qui, de base, pratiquait et mettait en œuvre énormément de due diligence, mais d'une manière totalement différente. C'était souvent ex ante, avant l'investissement, et surtout, comme je viens de dire, souvent dans les contextes de fusion-acquisition, on regardait simplement l'impact, la matérialité financière de l'impact ou du risque. Aujourd'hui, ça change progressivement, notamment grâce à des lois comme CSRD et bientôt la directive européenne sur le devoir de diligence. Et un autre point qui est intéressant, c'est qu'on pense souvent que le secteur financier ne fait rien, mais il y a énormément de pratiques qui sont faites, notamment en termes de stewardship. C'est vraiment les pratiques des entreprises dans leurs engagements avec leurs clients, les entreprises dans lesquelles elles vont avoir des parts. Et là, on voit vraiment tout l'impact que le secteur financier peut avoir à changer les pratiques de ces entreprises dans lesquelles il est investi. Dans les prises de participation. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, tu citais les Nations Unies, je crois qu'il y a un rapport, on pourra le mettre dans les liens, un très récent rapport du groupe de travail sur cette question de droits humains et investisseurs, qui vient de sortir. Alors, tu parlais des points de contact, donc c'est vrai que nous, on en parle aussi avec les entreprises, enfin du moins celles qui les connaissent parce qu'elles ont été challengées par les points de contact et en particulier le point de contact français. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le principe de ces points de contact et peut-être des exemples de ce qu'on appelle donc des circonstances spécifiques par rapport aux banques, puisque je pense que ça illustre bien cette différence que vous faites entre devoir de diligence et devoir de vigilance et toute la chaîne de valeur. Oui, tout à fait. Alors, les points de contact nationaux sur la conduite responsable des entreprises ont été établis en 2000 et ils ont deux rôles principaux. Ça va être tout d'abord la promotion des principes directeurs de l'OCDE dans les pays adhérents. Aujourd'hui, c'est 51 pays avec l'Union européenne également. Ils vont également être une instance de règlement des différends, une instance extrajudiciaire, dans les cas d'atteinte ou de non-conformité avec les principes directeurs. Aujourd'hui, on a eu plus de 700 cas depuis 2000 sur tous les secteurs d'activité, dans 110 pays. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand même les 3/4 des cas arrivent à une conclusion. Donc il y a quand même une certaine efficacité qu'on peut relever pour ce mécanisme.
Et une acceptation, parce qu'il faut que les parties acceptent, que les entreprises en l'occurrence acceptent. Et c'est une instance multipartite où il y a à la fois des représentants de la société civile et des syndicats, des entreprises, et l'État qui est présent. Donc en France, par exemple, le point de contact national se situe à Bercy, et il gère de nombreux cas par an. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'en France, on avait un peu peur qu'avec l'arrivée du devoir de vigilance français, la loi française, il y ait une disparition du point de contact. Pas du tout, il y a eu une augmentation des cas depuis... parce que c'est aussi une voie de recours qui est intéressante puisqu'elle est non judiciaire et elle est aussi intéressante pour les entreprises dans leur collaboration avec les différentes parties prenantes et leur capacité aussi à donner des réponses parfois non pécuniaires aussi dans la réparation d'un dommage. Et donc, comme tu le mentionnais, on parle de circonstances spécifiques. En d'autres mots, c'est une plainte qui peut être soulevée par n'importe quelle personne ou organisation de la société civile au syndicat lorsqu'il y a on remarque qu'une entreprise ou une institution financière n'a pas respecté les principes directeurs de l'OCDE. Le secteur financier, dans ce cas concret, est le troisième secteur le plus souvent soulevé, ou en tout cas concerné. Sur les 700 cas, c'est ça ? Ouais. Ok. Donc c'est finalement assez nombreux, ça correspond à pas mal de cas. Et je peux citer quelques cas, notamment 3 cas qui sont assez intéressants, assez récents, qui ont permis, presque comme de la jurisprudence, d'interpréter et de comprendre comment, de manière très concrète, les principes directeurs de l'OCDE s'appliquent au secteur financier. On a notamment eu un cas en France avec Natixis, il y a quelques années, en 2016, notamment dans le secteur de l'hôtellerie aux États-Unis. Natixis investissait dans le secteur de l'hôtellerie aux États-Unis. Et ça a permis de définir ce qu'était une relation commerciale pour un investisseur, quelle était la responsabilité qui en découlait, même dans des contextes où l'investisseur est un actionnaire minoritaire. Et là aussi, il a découvert, le PCN français a estimé qu'il y avait un devoir de diligence, notamment dans les activités de conseil, pas simplement dans les activités de financement. D'accord. Donc c'était un cas intéressant pour voir que le secteur financier... Et il y avait pas mal d'intermédiaires de mémoire entre l'hôtel en soi, où il y avait les atteintes alléguées de violation, et Natixis, société mère en fait. Exactement, parce que c'est la complexité du secteur financier, c'est que dans le devoir de diligence, pour les personnes qui sont assez familiers, c'est que le triptyque cause, contribue, directement lié au risque ou à l'impact, et souvent, en tout cas pour la plupart du temps dans le secteur financier va être directement lié à l'impact. Donc ça va avoir vraiment des implications en termes de réparation, de engagement avec les parties prenantes, mais ça ne veut pas dire que le secteur financier n'a pas de rôle à jouer. Il a notamment un rôle très important à jouer dans la collaboration, ou en tout cas pour faire en sorte que l'entreprise dans laquelle il a investi, qui elle a causé ou contribué à l'impact, y remédie de manière pérenne. Un deuxième cas qui est intéressant, c'est justement en lien avec l'accès à la justice. C'était un cas avec ANZ, qui est une banque australienne néo-zélandaise, dans un investissement au Cambodge dans le secteur agricole. Il y a eu des cas documentés d'accaparement des terres de manière illégale. Et suite à la plainte qui a été déposée, la banque ANZ était la première banque commerciale de grande envergure à mettre en place un grievance mechanism, un mécanisme de recours pour les populations locales. Avant ce cas précis, on considérait que c'était à l'entreprise de mettre en place ce mécanisme de recours, mais que, en tout cas, l'institution financière elle-même n'avait pas vocation à le faire. Donc là, c'était pour la première fois, ça a vraiment donné un exemple concret de l'impact du cas sur les pratiques des banques. Et c'est ce qui est attendu des ONG depuis Exactement. longtemps. Et si je peux parler d'un troisième cas, c'est le cas qu'on a eu ING Bank aux Pays-Bas en 2020, si je ne me trompe pas, ou 2018. Il y a eu des ONG qui ont estimé que la politique climatique de ING Bank n'était pas assez en adéquation avec les accords de Paris, et qu'il n'y avait notamment pas assez de crédibilité dans ces engagements climatiques sur le long terme, et tout ce qu'on appelle les engagements de net zéro, par exemple. Et ça a été, avant même la révision des principes directeurs l'année dernière, le premier cas qui a explicité exactement ce qu'étaient les attentes en termes de devoir de diligence d'une institution financière sur son alignement. La stratégie climatique. Ouais, exactement. D'accord. Notamment sur tout ce qui est scope 3, et
à la suite du cas, il y a eu une vraie révision des engagements de ING Bank qui a intégré beaucoup plus justement le scope 3 et ses impacts climatiques dans la définition de ces trajectoires de net zéro en émissions carbone. Très bien, donc ces cas en fait permettent effectivement, comme tu l'as dit, de définir un peu le contour de l'obligation de diligence, là pour le coup, qu'on peut attendre des banques au regard de leur activité spécifique, de leur obligation de moyens, mais y compris sur la partie dite aval, le mécanisme de réclamation, investissement, etc. Alors, on va finir, mais ça va être quand même un vrai sujet, sur la future directive européenne. Donc, vous, c'est quoi vos retours sur les services financiers, comme en général d'ailleurs? Qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que tu vois comme articulation possible avec les principes directeurs de l'OCDE qui ont clairement servi d'éléments pour faire l'obligation de vigilance européenne avec, on retrouve cause contribuer liée qu'on retrouve aussi dans les principes directeurs des Nations Unies, mais enfin, on sait que les principes directeurs de l'OCDE ont influencé cette future obligation. Donc, quelle perspective vous voyez et quelle articulation possible avec les principes directeurs de l'OCDE et les actions de l'OCDE en général? Alors, tout d'abord, nous, comme je le disais en introduction, l'OCDE a un rôle de conseil auprès de ses membres dans la définition et la création de politiques publiques en matière de conduite responsable des entreprises et de devoir de diligence ou devoir de vigilance. On a été notamment en lien très étroit avec la Commission européenne ainsi que les rapporteurs au niveau du Parlement qui ont défini cette directive. On a beaucoup travaillé avec eux sur l'alignement de la directive avec les principes directeurs de l'OCDE. Nous, on salue la directive qui, de manière générale, est vraiment ancrée dans les principes directeurs et ainsi que les principes de l'ONU. Il y a notamment un alignement de l'approche qu'on appelle l'approche fondée sur les risques, avec pour apporter une certaine flexibilité aux entreprises dans leur devoir de diligence, devoir de vigilance, la priorisation des risques, notamment comprendre comment on va analyser le risque en termes de sévérité et de probabilité. Ça, c'est très important pour nous, parce que ça permet vraiment une pratique, en tout cas, assez flexible par les entreprises. On a été aussi assez soucieux d'éviter que la loi fasse trop d'incitation au désengagement ou au désinvestissement. C'est surtout ce qu'on voulait éviter. Donc il y a des clauses dans la directive pour tout ce qui est désengagement responsable et surtout que ça soit un dernier recours. Ça, c'est très important pour nous, puisqu'on voit vraiment le devoir de diligence comme un outil d'engagement pour la résolution des conflits et aussi des risques. Mais c'est vrai que l'exclusion du secteur financier, en tout cas sur l'aval de sa chaîne de valeur, ses financements, pour le coup, est une déviation des principes directeurs de l'OCDE qui s'appliquent au secteur financier dans son ensemble. Donc ça, c'est un point qu'on note. On sait que malgré tout, la Commission européenne va réfléchir sur le long terme à une possible révision et une inclusion du secteur financier. Et pour nous, c'est quand même... On voit qu'il y a aussi aujourd'hui dans l'architecture de la finance durable et des régulations de finance durable au sein de l'Union européenne, beaucoup d'outils qui permettent aujourd'hui une incitation pour le secteur financier à déjà mettre en place une due diligence, un devoir de diligence sur leur financement. Là, on a bien sûr CSRD qui aujourd'hui va s'appliquer aussi au secteur financier et qui vont être obligés de donner des informations et des données sur leur devoir de diligence aligné sur les principes directeurs de l'OCDE. Il y a SFDR qui est aussi avec ce qu'on appelle les Principal Adverse Impact, qui demande aux acteurs des marchés financiers de faire aussi du reporting sur leurs pratiques de devoir de diligence. Ça va également être une incitation et il y aura une refonte a priori dans les 2 prochaines années de SFDR qui pourra potentiellement aller dans un sens positif d'alignement avec la directive européenne sur le devoir de diligence. La taxonomie également est un outil utile, l'article 18 et les safeguards en termes d'impact sur les aspects sociaux. Donc nous, on va vraiment travailler à cette articulation de cette architecture de la finance durable et des normes de finance durable pour permettre, au moins sur le long terme, à ce que le secteur financier soit vraiment impliqué dans la gestion de ces risques envers les droits humains et l'environnement. Très clair, écoute, beaucoup de travail encore à faire, mais c'est le sens de l'histoire. J'en profite pour, parce qu'on ne peut pas tout aborder aujourd'hui, mais rappeler aux auditeurs que
que vous avez aussi travaillé beaucoup sur le désengagement responsable au niveau de l'OCDE. Vous avez aussi des guides sectoriels, et tu parlais de l'approche un guide général déjà sur le devoir de diligence, donc, et des guides sectoriels où il y a la description des facteurs de risque adaptés au niveau des secteurs et des actions. Donc il y a beaucoup de choses, on mettra évidemment le lien du site en commentaire. Merci beaucoup Benjamin. Merci à toi. Et c'est fini pour aujourd'hui, et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.